Sport & Chill, le débat de la semaine. Ce soir, notre débat concerne la saison 2020 de sport mécanique. Nous évoquerons 3 disciplines, Formule 1, MotoGP et Rallye WRC. À 1 mois et demi de la fin de saison de Formule 1 et quelques semaines des fins de saison de MotoGP et de Rallye WRC, il est temps de dresser notre premier bilan à Sport & Chill. Et oui, les sports mécaniques. Les sports mécaniques souvent décriés par certains amateurs de sport, négligeant la performance sportive et s'ennuyant des tours de circuit en F1 et MotoGP. Ah là là, ces phénomènes éternels sur leur canapé, qui ont peu conscience de toute l'étendue des sacrifices et de la préparation nécessaire pour performer dans une monoplace, une voiture de rallye ou encore une MotoGP. À nous de leur démontrer le contraire. Mais alors cette saison, que peut-on en retenir? Est-ce qu'elle nous a véritablement fait vibrer? Tout d'abord la Formule 1. Une discipline souvent perçue comme trop dépendante des évolutions technologiques et des constructeurs, mais où la science du pilotage et la stratégie la rend si palpitante lorsque les écarts se resserrent. Ce fut le cas le 6 septembre dernier. Pierre Gasly réalisa alors l'impensable au volant de son AlphaTauri, remportant à Monza le GP d'Italie au prix d'une course totalement folle. Un succès qui donne naturellement une saveur particulière à cette saison pour le public français. Un autre fait marquant cette année, assurément la chasse au record pour Lewis Hamilton. 93 victoires au compteur, 2 unités devant la légende Michael Schumacher, 162 podiums, 97 pole positions, et on en passe encore pour s'adjuger, sans doute, dans les prochaines semaines, un 7e titre au championnat du monde. Que l'on apprécie ou non le champion, ces chiffres donnent le tournis et en font déjà une saison historique. Néanmoins, si on voulait jouer les oiseaux de mauvais augure, on pourrait légitimement regretter le cavalier seul des Mercedes une nouvelle fois. Certes, les flèches d'argent rayonnent et on ne peut pas en vouloir aux protégés de Toto Wolff de faire le spectacle en ne laissant que des miettes à leurs adversaires. Mais le constat est là. Cette saison, on a eu 13 GP pour 11 victoires pour Mercedes. 9 pour Lewis Hamilton et 2 pour le Finlandais Valtteri Bottas. On attendait les Ferrari qui réduisaient année après année le gouffre abyssal creusé par l'écurie allemande Mercedes. Constat d'échec, Ferrari n'a pas remporté le moindre Grand Prix. Pire, ils ont reculé dans la hiérarchie, seulement 6e au classement des constructeurs, et on en vient à s'en satisfaire d'une 5e place de Charles Leclerc ce week-end à Imola. Red Bull, de son côté, 3e écurie dans la hiérarchie des dernières saisons, a tendance à également décevoir. Côté français, on laisse même poindre facilement un petit sourire narquois lorsqu'Alexander Albon finit derrière Pierre Gasly, relégué chez AlphaTauri, où il restera encore la saison prochaine et où il semble finalement plus heureux que jamais. Chris Horner a tout misé sur Max Verstappen et a moqué Renault et Cyril Abiteboul pour son moteur. Faisant le choix d'Honda, il pourrait bien le regretter. Entraîné dans une bataille pour un gel des développements moteurs pour ne pas finir largué, maintenant qu'Honda a décidé de se désengager après 2021. Renault, justement. Les jours sont plus heureux pour l'écurie, qui devrait s'appeler Alpine la saison prochaine. Daniel Ricciardo a terminé 2 fois sur le podium cette saison, dans une écurie qu'il quittera pour la saison prochaine. Dernier podium en date ce week-end à Imola, justement, une performance que Renault n'avait plus connue depuis le GP de Malaisie 2011, et Nick Heidfeld sur la 3e marche du podium. Ce week-end, on a retrouvé un scénario assez stéréotypé. Victoire d'Hamilton devant Bottas, Verstappen contraint à l'abandon sur l'explosion d'un pneu. Comme dit précédemment, on va se satisfaire du retour au premier plan de Ricciardo chez Renault, qui permet à l'écurie française de grimper au 3e rang du classement des constructeurs, remporté officiellement par Mercedes, qui écrase la concurrence pour la 7e année consécutive. Contrairement au week-end dernier où ils avaient été brillants au Portugal, les Français ont déçu avec les abandons de Gasly et d'Ocon, seul Français à avoir rallié la ligne d'arrivée. Sébastien Grosjean, qui connaît sa dernière saison chez As, termine à une anonyme 14e place. Enfin, en termes de frustration, nous pouvons regretter une saison tronquée, comme dans bien d'autres sports, avec l'annulation de 13 GP, dont le mythique GP de Monte-Carlo et le GP de France au Castellet. Le monde de la F1 a lui dû aussi composer avec le contexte pesant de la crise sanitaire et de ses incertitudes. 4 GP sont encore au programme en 2020 avec 3 enjeux. La confirmation du 7e titre d'Hamilton, la fin de saison des Français que nous scruterons avec attention forcément, et la lutte pour le podium des constructeurs entre Renault et McLaren. 3 derniers enjeux avant de pouvoir se projeter vers la saison 2021. Avant d'enchaîner sur la MotoGP plus ouverte que jamais en l'absence de Marc Marquez et où la France espère tant le sacre du prodige Fabio Quartararo, et là en championnat du monde des rallyes WRC et sa fin de saison en danger. Chers chillers, réagissons sur cette saison de Formule 1. Voici ma première question. Malgré le contexte actuel et le calendrier établi au fur et à mesure de la crise sanitaire, est-ce que vous jugez que cette saison a été réussie? Taïk,
peut-être, pour le premier à s'exprimer sur la Formule 1. Bah écoute, oui, je trouve que cette saison est plutôt réussie. Quand on voit comment au mois de mars, quand on se rappelle un petit peu les infos qu'on avait au mois de mars où on savait pas si on allait courir ou pas, parce qu'on parlait à un moment donné d'une annulation de la saison. Donc, je trouve qu'ils se sont plutôt bien débrouillés. J'ai plutôt bien apprécié aussi le calendrier. Le fait d'avoir 3 semaines d'affilée, d'avoir des grands prix, c'était plutôt bien déjà pour nous en tant que suiveurs. Mais même pour les pilotes, j'ai entendu beaucoup d'interventions de pilotes qui disaient, en fait, on courait déjà une course et on devait déjà, dès qu'on finissait le Grand Prix du dimanche, on devait déjà se mettre dans la tête le Grand Prix de la semaine prochaine. Donc même les pilotes, ils ont été on va dire, ils ont été un petit peu, ils restent toujours il n'y a pas cette coupure. Avant, il y avait toujours, on avait un Grand Prix, après on avait une coupure, après ils enchaînaient sur. Voilà. Là, ils étaient tout le temps concentrés, ils avaient une certaine pression, car si tu te ratais, tu te dis ah ouais, j'ai le Grand Prix la semaine prochaine, donc il faut que je me rattrape, etc. Donc moi, je trouve que la saison est plutôt bonne. La FIA a plutôt bien aimé ce calendrier où on enchaîne beaucoup de Grands Prix. On parle qu'en 2022, ils veulent, parce que d'habitude, on a 21 Grands Prix quand une saison se passe normalement. Ils pensent à faire passer là, une saison à 25, voire 26 Grands Prix pour enchaîner, au moins avoir 2 week-ends d'affilée pour avoir des Grands Prix. Après, on va avoir une semaine seulement de repos et on enchaîne après sur deux week-ends, etc. Donc, ça a plutôt bien marché pour eux. Après, pour le côté résultats vis-à-vis, pour ceux qui ont suivi les essais libres, les essais hivernaux, on n'a pas eu une énorme surprise. On savait que Mercedes était largement devant. On savait que Red Bull allait être le concurrent numéro 1. Racing Point, on devait être là, on va dire la 3e écurie, mais actuellement ce n'est pas le cas. Ils ont été bons au début de saison, mais après ils commencent un peu à s'écrouler. Ils arrivent à mettre qu'une seule voiture dans les points depuis quelques grands prix. Alors, en plus, ils ont été touchés par le Covid. Donc, ils ont dû faire appel à Nico Hülkenberg qui a un petit peu dépanné pendant 2 ou 3 grands prix. Donc voilà. Après, voilà, la route de secours, oui. Qui, ces 3 grands prix où il a été appelé, peut peut-être lui offrir un volant chez Red Bull, parce que Red Bull pense à le prendre, pense à changer un peu cette politique d'avoir toujours des pilotes de son école. Donc voilà. Après, comme tu l'as dit, Ferrari est une déception, mais rien ne va à Ferrari, que ce soit la voiture, que ce soit la gestion même des pilotes. Moi, j'aime pas trop crier au complot, mais on voit largement que l'écurie n'en a rien à faire de Vettel. À la limite, s'il pouvait courir avec une seule voiture, il courrait avec une seule voiture. On le voit dans les choix stratégiques, on le voit même, sa voiture n'est pas performante par rapport à Charles Leclerc. Donc voilà, moi, mon seul, on va dire, point noir de cette écurie, c'est de cette saison, pardon, c'est Ferrari. Même, on va dire, le comportement de l'écurie vis-à-vis de Vettel. Je trouve que c'est dégueulasse. Et on avait commencé la saison depuis 3 Grands Prix. Ils avaient retiré son nom de sa veste, ils avaient retiré son nom des paddocks. Il a fallu que. Ça allait loin, ça. Ouais, il a fallu qu'une caméra de Canal+ passe par là par hasard quand Vettel était en train d'échanger avec son ancien président Christian Horner, et Horner lui a dit quoi, ils ont déjà retiré ton nom? Il a dit oui. Il a fallu que cette vidéo passe sur Internet, les réseaux sociaux, il y a eu un gros buzz, quoi, et ils ont remis son nom et tout. Donc voilà, la gestion de Ferrari, et depuis des dirigeants en haut jusqu'au dernier mécanicien, est catastrophique. Même cette politique de travailler que entre Italiens, ça ne marche pas en F1. Tu es obligé de travailler avec des Français, avec des Allemands, avec des Anglais. Tout le monde est performant, les Japonais, etc. Donc travailler qu'avec des Italiens, on voit le résultat où il en est. Et c'est dommage pour nous. On n'a pas eu. Heureusement que Verstappen était là. S'il n'y avait pas eu Verstappen, Hamilton aurait gagné le titre au mois de juillet. Donc et Bottas un petit peu, mais voilà, parce que tout à l'heure j'ai lu aussi une stat pour Verstappen, c'est soit podium soit abandon.
Donc c'était un des pilotes avec Bottas qui pouvait un peu gêner Hamilton, mais bon. Donc voilà. Beaucoup de prise de risque effectivement dans le pilotage de Verstappen, ce qui explique aussi ce type de statistiques, hein, mais au moins quand il est là, il vient pas pour rien, hein, il vient pas seulement pour finir dans les points, il cherche à remporter des grands prix. Il l'aura fait à une reprise cette saison, c'était du côté de Silverstone lors du deuxième Grand Prix à Silverstone, sachant qu'il y en a eu deux cette saison. Guillaume, justement, toi aussi peut-être ta réaction. Est-ce qu'on peut dire que on a eu une grande saison quand on a une écurie Ferrari d'une telle situation? Moi d'ailleurs, d'abord je voulais souligner pas l'exploit, mais la belle performance d'avoir réussi à organiser une saison quasiment classique Oui, à c'est vrai. partir du mois de mai-juin, en sachant que alors pour les pilotes c'est une performance d'enchaîner toutes les semaines, mais pour les mécaniciens aussi. Quand Tariq dit qu'ils envisagent de passer à 25 Grands Prix à travers le monde, ce serait 30-40 semaines éloignés de leur famille. Waouh, tu vois, je sais pas, c'est quand même compliqué. Donc là, ils ont réussi à faire une saison quasi normale avec des pays qui ont accueilli plusieurs Grands Prix, l'Italie 3 notamment, des circuits qui sont revenus, Portimao, Imola. Moi, j'ai bien aimé ces deux circuits. C'est pas des circuits dits classiques comme les nouveaux circuits, un peu standardisés. Typiquement, les circuits qu'on va voir justement sur cette fin de saison, s'ils ont bien lieu. Ouais, voilà, notamment Abu Dhabi, Bahreïn, tout ça, c'est des circuits pourris pour moi. Donc ouais, déjà c'était bien d'avoir une saison classique. Après, évidemment, on peut pas se satisfaire du spectacle sportif. Il y a, il y a eu un trop grand cavalier seul. Ça fait maintenant 7 ans que Mercedes gagne le championnat des constructeurs. Il y a pas de concurrence. Bottas est un pion, c'est-à-dire que aujourd'hui il doit gagner, hier, pour moi il doit gagner, mais il y a, dès qu'on peut faire passer Hamilton, on le fait passer. Et voilà, c'est trop de domination d'une seule écurie. Alors c'est pas pour leur taper dessus gratuitement et d'évaluer leur performance, mais ouais, c'est dommage que Ferrari soit si loin, même si apparemment, comme l'a dit Tariq, c'est un peu le bazar dans leur équipe. Red Bull est un peu loin techniquement des Mercedes, malgré un pilote qui, pour moi, doit jouer le titre de champion du monde. Albon, on sait que c'est une arnaque, mais Verstappen a largement le potentiel et voilà, il est un peu loin, malheureusement, des Mercedes. Les Racing Point qui performent, moi je les attendais pas à ce niveau-là, clairement, avec une belle voiture qu'ils ont réussi à conserver malgré la défection de Force India et ouais, une belle performance sur la saison pour l'instant de Racing Point. Avec Sergio Pérez et Lance Stroll. Sergio Pérez, ouais. Lance Stroll un peu moins, mais c'est surtout Pérez pour moi qui montre de belles choses. Mais il faut savoir que Racing Point, c'est la Mercedes 2019. Ils ont refait un copier-coller de la Mercedes de l'année dernière. C'est vrai aussi. C'est pour ça qu'elle est plutôt performante. Après, heureusement, on va dire que tant mieux, au moins qu'on ait une écurie qui se rajoute un petit peu à la bataille de la 3e place, c'est toujours mieux. Mais après, peut-être que l'année prochaine, avec Aston Martin, ils vont avoir plus d'argent. Mercedes aussi, je crois qu'il va devenir actionnaire à 20% de cette écurie. Peut-être qu'on aura ça fait des conflits d'intérêts, ça, je comprends pas. Mais bon. Ouais, après, peut-être que ça sera le concurrent l'année prochaine. On aura un championnat Mercedes contre Mercedes équipe B. C'est ça, ouais, je comprends pas. Ça soit autorisé, enfin bref. Et dernier mot sur la saison de Renault et de notamment Daniel Ricciardo, qui confirme son statut de poil à gratter, j'ai envie de dire, malgré une voiture qui n'est pas la meilleure, même si elle a été en progrès au long de la saison.
il arrive à sortir des podiums. Très bon pilote, hein, objectivement. Un très bon pilote, ouais, on était surpris de son arrivée. Il a réussi à tenir son rang, malgré, donc, comme je disais, une voiture qui n'est pas dans les meilleurs, mais qui s'en est rapprochée au fil de l'année. Petite déception pour Esteban Ocon, qui n'arrive pas à se mettre à son niveau, et qui a... Bah, il apprend, hein, il a 21 ans, 22 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être Oui, ça. il doit être dans. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, il a moins d'expérience que Ricardo, et il est pilote numéro 2, clairement. Mais voilà. Il n'a pas conduit il n'a pas piloté pendant Oui, un c'est an. vrai. L'année dernière, il était avait pas réserviste. d'équipe. Ouais. Il était réserviste chez Mercedes. Il avait fait que 2 ou 3 essais libres et Hmm. c'est tout. Donc, ouais, j'aimerais bien que l'année prochaine, il se mêle à la lutte pour des podiums. Ouais, il faut peut-être lui laisser effectivement un peu plus de temps, attendre de le voir la saison prochaine. Ça me permet d'arriver sur notre deuxième question qui permettra aussi de faire réagir les deux autres chillers autour de la table ce soir. C'est une question sur les Français avant de parler plus brièvement de MotoGP et puis de Rallye WRC. On disait saison réussie, surtout saison réussie dans le contexte actuel, en tout cas une saison où il y a un certain nombre d'enseignements. Il y a également des enseignements qu'on peut tirer côté français. Quel est le premier bilan que vous pouvez faire? On sait qu'on en a trois dans le paddock. Pierre Gasly, Esteban Ocon et Sébastien Grosjean. L'ordre dans lequel je les ai... Romain Grosjean, hein, j'ai une grosse tendance à ce lapsus, messieurs. Ah bah on l'a tous. Entre le tennis et la F1. La bise à Sébastien Grosjean, tiens. Donc Romain Grosjean, effectivement, on sait que Romain Grosjean partira de l'écurie As, non conservée pour la saison prochaine. Pierre Gasly, Esteban Ocon, Romain Grosjean, c'est sans doute l'ordre, j'allais dire, sur les performances de la saison qu'on pourrait donner entre ces trois hommes. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de votre côté? Tariq, peut-être en premier, puis on donnera la parole aussi à Jules ou Tom. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison des Français? Bien sûr, ce qu'on retient en premier lieu, c'est la victoire à Monza de Gasly. Oui. Bon, pour Gasly, pour moi, c'est le meilleur pilote actuellement, le meilleur pilote français. Hier plutôt, il a eu un problème mécanique. Hein, sinon, il avait réalisé la meilleure qualif de sa carrière en se qualifiant 4e. Il avait réussi à faire un très bon départ aussi. Et il a qu'une AlphaTauri. Hein. Beaucoup de gens l'oublient, mais c'est un peu la voiture B de Red Bull. Red Bull est au-dessus d'AlphaTauri. Voilà, pour Gasly, il confirme un peu ce qu'il avait fait en fin de saison dernière avec son podium au Brésil. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur lui. Et sa victoire, voilà, restera, je pense, un des meilleurs moments de cette triste année 2020. Pour Esteban Ocon, je vais rejoindre Guillaume. Même si, comme on l'a dit, il n'a pas piloté pendant un an, il arrive dans une nouvelle écurie, voilà, mais il a quasiment la même voiture que Ricardo, il n'y a pas une énorme différence et il n'est pas au niveau de Ricardo. Ricardo est largement devant. Il faut, bon, même si sur les derniers Grands Prix, il a abandonné, mais c'était des problèmes mécaniques, hein, ce n'était pas des problèmes ou des fautes de pilotage, comme hier, il a eu un problème de suspension, je crois. Donc, ce n'est pas forcément de sa faute. Mais voilà, parce que l'année prochaine, il va avoir Alonso, ça va pas être le même. Voilà, Alonso, il est moins sympa que Ricardo, donc il lui fera peut-être moins de cadeaux. Donc à lui de se mettre un petit peu au niveau. Et pour Romain Grosjean, ce que vous voulez qu'on dise sur Romain Grosjean, il a la pire voiture du paddock avec les Williams, donc il a fait ce qu'il a pu, même si je suis pas un fan du pilote. Voilà, après c'est pas un énorme pilote, mais on va lui laisser le bénéfice du doute. Il n'a pas une excellente voiture cette année. Donc voilà, malheureusement pour lui, je pense qu'il ne reviendra plus en F1. Je ne pense pas que... bon, pour l'année prochaine, déjà, c'est mort. Même en 2022, ça sera compliqué parce qu'il y a des jeunes qui vont arriver de F2. Voilà, peut-être qu'on peut faire appel à lui, comme il y a le coronavirus, ils peuvent le faire appel à lui pour un Grand Prix un peu comme Hülkenberg. Pour sauver un peu, voilà, pour sauver un peu, peut-être Renault, faire appel à lui comme il est français ou une écurie de Ferrari, puisque lui il fait partie un peu de cette écurie de Ferrari.
Mais voilà, sinon, j'ai pas grand-chose à dire pour Grosjean. Il n'avait pas la voiture qu'il fallait pour réaliser de bonnes performances. Et son coéquipier d'ailleurs, Magnussen n'a pas fait une meilleure saison que Romain Grosjean, hein, ce qui témoigne du fait que vraiment c'est compliqué pour lui de s'exprimer chez As ou au-delà d'avoir pas la bonne voiture. Visiblement, la confiance avait été aussi rompue avec son équipe. Tom, peut-être une réaction sur la Formule 1 et sur nos Français. Ça faisait longtemps. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve sur les dernières années, qu'on n'avait pas vu des Français de nouveau à un bon, voire un très bon niveau. La victoire de Pierre Gasly cette année, le retour d'Esteban Ocon parmi les pilotes du championnat du monde. On a une nouvelle dynamique qui se met en place pour les Français. Alors, ça va être compliqué de faire aussi complet que Tariq, mais je vais essayer de rajouter quand même certains points. Oui, Gasly, l'agréable surprise de cette saison, enfin, surprise, l'agréable coureur, ouais, qui représente, oui, le mieux la scène, la scène automobile française. Successeur, on va dire, ouais, clairement successeur de Panis. Et il arrive à nous dresser un beau classement, parce qu'au final, il finit dans le top 10 quand même. Donc il arrive à très bien se classer cette saison. Il est 10e pour le moment, donc pour un bilan, ouais, on va pas appeler ça un bilan de mi-saison, mais il arrive à nous sortir une de très très bonne perf. Ocon un peu plus mitigé. Là, je sais que pour Renault, c'était très compliqué, et même par rapport à la dernière course qu'ils nous ont faite, c'était vraiment pas le top, mais on va pas en diriger non plus un bilan de la saison complète. Il s'en sort vraiment pas mal et arrive 2 places derrière Gasly, notre leader français. Par contre, le gros problème, c'est Grosjean. Alors, Tariq disait que c'était un problème de voiture. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Dans tous les cas, il sort vraiment une saison qu'on dirait vraiment compliquée pour lui. Il s'en sort assez négativement, parce qu'au final, il finit, même au Grand Prix d'Émilie-Romagne, il avait fini 14e. Il n'arrive pas à se placer. On n'a pas l'impression qu'il arrive à se placer vraiment dans le top 10. Il finit toujours dans les 4-5 derniers. Autant au Grand Prix d'Eiffel, où il avait peut-être fini 9e, mais au final, ça donne vraiment rien de bon pour lui. Alors je sais pas les annonces qui ont été faites par rapport à l'année prochaine. Je sais que vous en avez fait mention tout à l'heure, mais j'ai malheureusement oublié. Non, justement, effectivement, Romain Grosjean qui ne restera pas chez As l'année prochaine, et comme on disait, hein, il n'y a que 20 places en championnat du monde, et ça risque d'être compliqué pour lui de retrouver une place, même dans la perspective des prochaines saisons, quand on sait que, comme disait Tariq, il y a également des pilotes de Formule 2 qui risqueraient de pouvoir monter et prendre des places. Après, c'est vrai que c'est un pilote raillé souvent, notamment par la Fédération française de la loose, hein. Mais il a de beaux podiums derrière lui, et on a de quoi quand même être fier d'avoir eu un pilote comme celui-ci, et on espère effectivement qu'il aura peut-être des occasions, comme c'est le cas pour Hülkenberg cette saison, de refaire quelques piges en F1. Pour Esteban Ocon, on attendra de voir la saison prochaine, et Pierre Gasly, on espère que les promesses de cette année ne seront que confirmées, parce que ce qu'il réalise avec AlphaTauri est tout à fait exceptionnel. Lorsqu'on suit la F1 de près, on peut s'en rendre compte, et il est quelques points de la 7e place de Lando Norris. Donc qui sait, peut-être sur une bonne fin de saison, il peut encore grimper dans ce classement. On va passer désormais à une autre discipline du sport mécanique, et cette fois-ci c'est la MotoGP. Quelques points clés rapidement, et puis j'en viens très vite à notre question du soir. Les points clés sur cette saison, c'est tout d'abord Marc Marquez, forfait pour quasiment l'intégralité de la saison, peut-être de retour à Valence, où il sera l'arbitre pour la lutte pour le titre mondial en MotoGP, si tel est le cas. L'avènement ensuite d'un prodige, Fabio Quartararo, vainqueur de 3 GP, dont les 2 premiers de la saison pour le français.
Une saison en revanche pour notre second français, Johan Zarco, en dents de scie, souvent meilleur lorsque les conditions sont difficiles. Enfin, les 2 derniers points à donner. Côté champion, on parlait de Marc Marquez. On voit que Valentino Rossi maintenant ne pèse plus trop sur la course. Il se rapproche d'une fin de carrière et c'est bien normal pour le docteur qui est un pilote exceptionnel avec une longévité qui parle pour lui. Et enfin, le dernier point et qui permet de faire le pont avec ma question, c'est la nouvelle génération espagnole brillante, même en l'absence de Marquez, le frère de Marc Marquez, Alex Marquez, qu'on a pu découvrir, notamment deuxième des 3 derniers Grands Prix, de 2 des 3 derniers Grands Prix. Et puis deux autres champions, Joan Mir, qui peut s'imposer cette saison sans avoir remporté le moindre GP, très souvent placé. Et enfin, le dernier espagnol de la nouvelle génération, même si on peut aussi parler de Maverick Viñales, c'est Alex Rins, qui a été vainqueur d'un GP et qu'on voit de plus en plus souvent en haut de l'affiche. J'en viens donc à ma question sur la MotoGP, messieurs. C'est sur Fabio Quartararo dans son duel face à Joan Mir. On sait qu'il était leader il y a 2 GP, il est désormais derrière, perd du terrain, il est à 14 points de Joan Mir. Est-ce que vous pensez qu'il a d'ores et déjà laissé échapper le titre? Et qu'est-ce que vous retenez finalement de la saison de MotoGP? Je ne sais pas qui c'est qui veut éventuellement démarrer. Je peux Jules, peut-être. démarrer. Vas-y. Ouais. Déjà, c'est une saison un petit peu particulière, une saison folle où on a beaucoup de vainqueurs différents. Le fait que le taulier Marc Marquez soit blessé depuis le début de la saison, ça a ouvert pas mal de portes, notamment On n'est pas là, les souris dansent. voilà, notamment à Fabio, Je voulais la placer. qui a su bien démarrer cette saison. Mais le problème, bon, c'est sûrement dû peut-être au manque d'expérience, c'est que j'ai l'impression que autant l'année dernière, il arrivait à accrocher des podiums, à être assez régulier. Cette année, bon, c'est peut-être de sa moto, mais j'ai l'impression que soit il gagne, soit il est hors du top 10, ou soit il abandonne. Enfin, il est assez régulier là-dessus. Hein. C'est soit tout, soit rien, j'ai l'impression, cette année. Ouais. Et ça peut lui coûter cher dans cette course-là. Hein. C'est un peu le Max Verstappen, j'allais dire, de la MotoGP. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Surtout face à Mir qui, justement, n'a pas forcément remporté le Grand Prix, mais arrive toujours à bien se placer, est plus régulier. Et c'est vrai qu'en plus, on va pas se mentir, tous les pilotes sont en train de se dire la même chose. Hein. Cette année, il faut en profiter si on veut être champion du monde. Donc voilà, c'est la course, c'est la course au titre. Ils savent ils auront peut-être pas l'occasion de le rejouer avant un petit moment si Marquez revient et continue sa domination. Donc ils sont là à essayer de gagner ce titre-là, mais Fabio, c'est bon, il n'y a rien qui est perdu. On va retourner en Espagne où il est plus à l'aise en général, mais ça va être compliqué quand même de revenir, de repasser Mir, sachant qu'il est quand même très régulier. Mmh. Ouais, effectivement. La question, en tout cas, légitimement peut se poser. Joan Mir, hein, je vous disais qu'il y a 14 points d'avance. On sait que pour Fabio Quartararo, c'est sa première saison en MotoGP, lui qui était auparavant en Moto2. Et en même temps, forcément, on est tout de suite ambitieux, comme tu le disais, Jules. Marc Marquez est absent. C'est l'occasion rêvée d'aller chercher le titre. Donc tout le monde a la pression, mais en même temps, tout le monde a une très belle opportunité de mettre son nom au palmarès de la MotoGP. Guillaume, toi de ton côté, est-ce que tu penses que Fabio Quartararo, dans les 2 derniers Grands Prix, peut encore renverser la tendance, on va dire? À 14 points, ça commence à faire beaucoup. Il faudrait une belle contre-performance de Joan Mir. Johan ou Johan, d'ailleurs, tu dis comment? Johan. Johan, pardon. De Joan Mir, la MotoGP, contrairement à la Formule 1, c'est un peu plus aléatoire, on va dire. Les pilotes sont quand même de très très haut niveau, mais il y a des chutes, il y a beaucoup plus de dépassements qu'en Formule 1. Donc voilà, Quartararo peut partir deuxième et terminer huitième comme ce week-end, le week-end dernier. Donc c'est possible, mais je le mettrai pas favori. Après, c'est vrai que voilà, il y a l'absence de Marquez qui, quand il va revenir, devrait normalement retrouver son trône, et ce serait l'occasion à ne pas rater, évidemment. Ça fait tellement longtemps qu'on attend un Français champion du monde de MotoGP, même s'il a été dans les catégories inférieures.
Ouais, j'ai pas envie de dire que c'est son unique chance parce qu'il est jeune, mais ce serait évidemment bien de pas la rater, quoi. Ce serait bien de Mais pas j'y la crois pas rater. trop. Mm. J'y crois Euh, pas trop. c'est vrai, justement pour préciser, hein, on peut se dire 14 points, est-ce que c'est beaucoup? Ça ne l'est pas. Une victoire en Grand Prix, Il en reste 25 50, points. quoi, voilà. C'est ça, ouais. Donc il reste 50 points à prendre. Voilà, Joan Mir a eu tendance à finir autour du podium sur ses dernières courses. Donc s'il garde sa régularité, ça risque d'être court. Après, effectivement, ça peut aller vite en MotoGP aussi dans le sens de Fabio Quartararo, hein. C'est-à-dire que si Joan Mir passe à côté sur l'un des 2 derniers Grands Prix pendant que Fabio Quartararo réalise une belle performance, il peut reprendre le leadership au classement et rafler la mise. Mais c'est vrai que les derniers Grands Prix aussi, hein, on peut le dire, hein, depuis le Grand Prix de France, ne parlent pas trop pour lui, hein. Sur les 3 derniers Grands Prix, il a eu pris 15 points. Voilà, Ouais, il ça a en perte montre de ses vitesse. difficultés du moment. Il est un petit peu en perte de vitesse. Tom, justement, avant de passer à la WRC, ton avis sur Fabio Quartararo? C'est très prometteur, on va dire. Vous l'avez répété nombreuses fois, il est très jeune et 21 ans quand même, mais il nous sort une très très bonne saison. Il arrive à se placer juste derrière donc Joan Mir, officiellement pas Johan Mir, Joan Mir du coup. C'est décrété selon notre maître d'émission. Et du coup, au final, il arrive à nous sortir une très très bonne performance cette saison. C'est compliqué encore. Alors moi qui suis pas un expert, peut-être que vous avez pu en tirer un bilan, on va dire un peu plus précis, mais c'est très compliqué de pouvoir en juger les performances d'un jeune joueur comme ça. Est-ce que ça va être une saison assez particulière? Est-ce que ça va être la saison de sa vie, de sa carrière, et puis on n'en parlera plus? Parce que c'est que sa deuxième saison en MotoGP, donc. Ouais. Est-ce que finalement il va pouvoir s'en sortir juste après? C'est prometteur en tout cas. C'est vrai qu'il y a encore 50 points, une cinquantaine de points à prendre. Il peut repasser devant Mir, mais il faut espérer qu'il arrive à faire un sans faute et qu'il se ramasse pas des galets sur les prochaines courses, on va dire. Fabio Quartararo, moi je pense quand même, hein, je vous le dis avant de passer au rallye WRC, que certes ce sera peut-être difficile pour lui d'aller chercher le titre cette année, mais qui est vraiment un pilote d'avenir. Tu pouvais penser, enfin en tout cas évoquer le fait que il nous arrive d'avoir des champions qui sont un coup d'épée dans l'eau. Je pense que vraiment il a du talent, que si on lui donne une bonne moto, il est capable de refaire de belles performances et que à l'avenir, même en cas de retour de Marc Marquez, il pourrait être un de ses plus comment dirais-je, des meilleurs concurrents, de ses plus grands rivaux en MotoGP. Une petite question ensuite, hein, pour terminer notre rubrique sport mécanique, ce débat, pour parler de rallye WRT quand même. On est sur la fin de la saison, aussi une saison qui a été très tronquée, c'est ce qui fait que c'est un peu bizarre de parler de fin de saison. On est dans une discipline qui réussit habituellement vraiment souvent aux Français, c'est pas toujours le cas de la MotoGP. Sébastien Ogier, pour le moment, est deuxième du championnat du monde, relégué à 14 points également. Tiens, c'est comme Fabio Quartararo, du Britannique Elfyn Evans, qui est bien parti pour s'imposer et remporter son premier titre WRC. Cette saison, en rallye WRC, pour vous planter le contexte, il y a eu 6 rallyes, il y en aura peut-être 7, il n'en resterait plus qu'un au programme, c'est le rallye d'Italie, rallye de Monza. Il y avait eu 14 rallyes en 2019, donc la saison a été réduite de moitié. Il restait donc 2 rallyes à l'origine, et non pas un, mais le rallye d'Ypres, qui aurait été une nouveauté en championnat du monde en Belgique, prévu fin novembre, a été annulé en raison du contexte sanitaire, ce qui rajoute beaucoup de difficultés à Sébastien Ogier dans la quête de son prochain titre. De fait, je voulais juste vous poser une question. Avec une victoire en 6 rallyes, on a tout à penser que pour Ogier, ce sera difficile d'aller chercher le titre, mais est-ce que vous considérez que c'est un échec pour lui s'il échoue dans sa quête d'un 7e titre, ayant remporté qu'une victoire en 6 rallyes, s'il ne venait pas à s'imposer cette saison? Il a clairement des circonstances atténuantes, hein. Parce que là, on n'empile pas une saison de 2-3, allez, ouais, même deux épreuves, là, c'est carrément la moitié. Donc, et ce sera pareil pour son adversaire. Enfin, son concurrent et coéquipier d'ailleurs.
il sera champion du monde, oui, mais clairement, la question que tu vas poser normalement après, et j'anticipe, c'est pour moi un titre au rabais. Alors, pour Là, les on peut le stats, dire. ouais, pour moi, oui. Après, pour les stats d'Ogier qui veut faire comme Sébastien Loeb, c'est-à-dire gagner tous ses titres consécutivement, bah, c'est quand même mal parti, mais il s'arrêtera à 6. Mais c'est pas de son fait. Mais ouais, dans l'imaginaire des gens, il sera toujours derrière déjà. Alors en plus, si il y a des circonstances comme ça qui viennent le freiner dans sa course au record, c'est quand même pas de bol pour lui. Effectivement. Même s'il il en a, a tu vois, pas besoin, hein. ouais, même s'il a un désamour quand même du public, c'est quand même un immense champion. Il a pas de chance de passer après Sébastien Loeb. Mais on va pas quand même lui souhaiter, lui souhaiter malheur, faire réussi. Donc on aurait bien aimé quand même qu'il soit champion du monde, mais ouais, c'est vrai que là, c'est mal embarqué. S'ils maintiennent l'épreuve, il y a une chance, mais en Italie, ça repart comme en France, le coronavirus, donc Donc pas gagné. ça s'annonce pas évident, ne serait-ce que sur le fait que le rallye ait lieu. Effectivement, Sébastien Ogier, hein, c'est quand même déjà 6 titres de champion du monde. On parle beaucoup de Sébastien Loeb, mais c'est tout à fait exceptionnel dans le sport français. Il est en quête donc d'un 7e titre derrière son coéquipier, comme tu disais, Elfyn Evans. Il a remporté une victoire cette saison, mais effectivement, il n'y a eu que 6 rallyes. Peut-être justement une réaction finale. J'ai vu que tu voulais prendre la parole, Jules, sur cette saison de WRC. On a souvent eu tendance à dire que non, les saisons ne sont pas au rabais en cas de crise sanitaire. Là, côté WRC, ça a été très compliqué. Il y a eu seulement la moitié des rallyes. Est-ce que vraiment c'est significatif? Et est-ce qu'on peut vraiment tenir rigueur à Sébastien Ogier s'il ne parvient pas à aller chercher un 7e titre? Ben, un peu à l'image du MotoGP où on a eu pas mal de vainqueurs différents. Là, c'est pareil, hein, il y a pas, je crois qu'il n'y a que Evans qui a gagné 2 grands prix de course, donc Oui, ça a été un peu plus ouvert. Et après, bon, le fait qu'il y ait que 6 courses aussi, c'est vrai que ça fausse totalement le championnat, hein. Je suis d'accord avec Guillaume en disant que ouais, c'est un titre au rabais. Après, voilà, Ogier, il aura le temps pour en gagner d'autres derrière. Il a déjà un gros palmarès. Et pour en revenir aussi à ce que disait Guillaume, le problème, voilà, c'est qu'il passe derrière Sébastien Loeb. Il s'appelle Sébastien en plus, donc manque de chance. Euh, non, mais c'est vrai, pour les gens, pour le grand public, oui. c'est pas forcément quelqu'un qui est reconnu à sa juste valeur. Et Bah, c'est vrai que c'est-à-dire le que fait de voilà, pour le fait passer de pas devant, remporter ce 7e titre d'affilée, ça peut lui porter défaut. Mais après, il a déjà je pense que tous les pilotes du plateau aimeraient avoir son palmarès oui. actuellement. Et voilà, il repartira l'année prochaine, si ça peut repartir normalement, on l'espère. Mais cette saison-là, elle veut rien dire, hein. Quand tu disais justement qu'ils C'est triste pour espéraient... Evans, Oui, oui, d'ailleurs. le pauvre. Et quand tu disais qu'ils espéraient avoir son palmarès, effectivement, pour Elfyn Evans, ça pourrait être le premier titre. On sait que le champion du monde sortant, qui avait remporté son premier titre, Ott Tanak, l'Estonien, est 4e du classement général. Et enfin, Thierry Neuville, lui, complète le podium, le Belge, qui ne pourra pas donc Ah oui, effectivement participer j'avais à oublié son, ça. à son Moi, tour. ouais, Oui, vas-y. non, non, complètement. Non, je disais, oui, titre, enfin, pour un 7e titre consécutif, mais j'avais carrément oublié Tanak l'année dernière, ouais, il a déjà arrêté sa série, Oui, tout à fait. Sébastien Ogier. Tout à Ouais, fait. ça m'était complètement sorti de la tête. Tout à fait, il y avait eu une fin de série avec le titre Et de ouais, Haute ouais, ouais. Tanak. Je t'ai pas repris, j'y Ouais, pensais plus t'aurais moi-même. dû. C'est ton boulot, hein. J'aurais dû, c'est mon boulot. Et donc oui, juste c'était en plus pour le petit point sur les dernières saisons de rallye pour Thierry Neuville, qui lui tourne autour justement, encore sur le podium cette saison et qui n'a jamais remporté encore le championnat du monde des rallyes. C'est clair qu'il doit être lui bien malheureux de ne pas pouvoir courir ce rallye de Belgique en plus chez lui. En tout cas, on espère que Sébastien Ogier pourra profiter de sa fin de saison en Italie, que tous les pilotes pourront se rendre à ce rallye et qu'il fera le meilleur rallye possible si celui-ci peut avoir lieu. Merci à vous, messieurs, pour ce long débat sport mécanique. On se fait un petit peu plaisir dans ce contexte particulier.